tous, nous participons au quart d'heure de lecture nationale du Centre national du livre en lisant des livres de droit par Lefebvre Dalloz et particulièrement Marina Brier qui va lire Le Congrès et autres contes juridiques et un passage sur le procès de Socrate. Donc extrait du procès de Socrate par François Host, Veillée d'armes. En ce matin de mai 399 avant notre ère, une joyeuse animation règne sur l'agora athénienne. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel et les dernières gouttes de rosée s'évaporent des buissons odorants de thym, de sauge et de romarin. Au milieu de la foule bigarrée se détachent deux jeunes éphèbes, Hermogène et Apollodore. Déjà, ils ont dépassé le gymnase, les édifices de la Tolos et de l'Héliée. Sanglés dans leur chlamyde sombre, l'air soucieux et empressé, ils tentent difficilement de se frayer un chemin dans la foule et le va-et-vient des charrettes ambulantes chargées d'outres de vin. C'est comme si, en ce lendemain des grandes fêtes religieuses de printemps, toute Athènes s'était donné rendez-vous au marché. Métèques affairés derrière leurs boutiques, esclaves ployant sous les fées, colporteurs vendant pour un sou oignons et poissons séchés, athlètes se rendant au stade au pas de course, courtisanes dissimulées dans les encoignures des portes, le visage couvert de ces ruses, mendiants aux mains crevassées comme des papyrus, armateurs flamboyants recrutant des équipages pour l'Hellespont. Au milieu de ce tohu-bohu, les deux amis ont bien du mal à s'entendre. C'est un concert de clameurs, avec les vociférations des charretiers, les interpellations des bonimenteurs, les braiements des ânes et les aboiements des chiens. Tu es certain qu'il est au marché ? Pas de doute, il y passe toute la journée. Où vas-tu maintenant ? Je vais voir du côté de cet attroupement, suis-moi. Hermogène se dirige vers le vestibule de la Stoa au sud du marché. À l'ombre des colonnes, surélevées de quelques marches, une troupe d'acteurs béotiens joue une farce poétique, une évocation comique de l'histoire de Thésée et du Minotaure. Un peu plus loin, c'est un orateur qui s'est juché sur une escabelle en quête de public. Plus loin encore, ce sont des jongleurs, des joueuses de lyre. Mais Socrate, décidément, reste introuvable. Alors, les deux amis se décident à entrer dans le dédale, le cœur du marché. Tout un réseau de venelles étroites bordées d'échoppes colorées. Tanneurs, potiers, cordonniers et tisserands ont installé leurs auvents dès l'aube. Ils côtoient les étals de joailliers, ferrailleurs, apothicaires. Plus loin, on trouve les comptoirs des changeurs et les officines des prêteurs. Mais toujours pas de Socrate. Il faut s'enfoncer encore. Maintenant, ce sont les fruits et légumes. Ici, se vendent toutes les prémices du printemps de l'Attique. Feuilles de vigne, artichauts, asperges, pois frais, melons, pastèques, pêches, cerises. À côté, ce sont les choux en pyramide imposante et aussi les lentilles, les fèves et les haricots noirs et blancs dans leur panier d'osier. Derrière encore, les olives baignant dans leur huile. Nos jeunes amis progressent, se tenant par la main pour ne pas se perdre. Ils contournent les attroupements qui se forment devant les échoppes de soupe aux lentilles, de calamars frits et de gâteaux au miel, puis s'attardent un instant devant les boutiques, mieux ombragées et plus calmes des vendeurs de vin. Il est habillé comment ? Comme toujours, il porte le même manteau gris, été comme hiver, et pas de sandales. Les éphèbes se sont remis en route, dépassent le monument aux héros, le rocher des sources, contournent le petit Hermès tutélaire du carrefour et s'engagent enfin dans un nouveau réseau de venelles bondées. Et soudain, Hermogène tire son ami par la tunique, c'est lui là devant l'étal des fruits. Comme à l'accoutumée, Socrate est en grande discussion. Son interlocuteur du jour est un jeune maraîcher qui a pris ses quartiers à l'ombre d'un généreux olivier. Socrate, pas une minute à perdre, tu dois nous suivre. Tu es menacé. Une réunion de tes amis est organisée chez Criton. Bonjour Hermogène. Mes amis. Mais ils sont ici, tout autour de nous. Ainsi, Phitias, qui est venu tout exprès au marché nous offrir ces délicieuses pêches du Lycabète, je vous présente Apollodore et Hermogène, deux jeunes gens promis à de belles destinées. Mais Socrate, tu ne comprends pas ? Un procès est organisé contre toi. Il faut préparer ta défense. Et cette fois, nous passons à la lecture du commentaire de Jean-Pierre Marguenot autour du texte de René Desmogues, La notion de sujet de droit par Magali Ferralis. C'est à partir de là, René Desmogues, que se déploie toute l'originalité et la luminosité de votre réflexion. Vous constatez en effet l'affirmation selon laquelle l'impératif de la loi ne peut entrer en activité que par la protection des intérêts humains et que ceux-ci, étant les seuls buts en eux-mêmes, sont les seuls sujets de droit. Vous la combattez par l'un des plus beaux passages de votre article, un de ces passages fulgurants
qu'ils bouleversent les perspectives, mettent le cœur au cœur du droit et donnent l'envie irrésistible de se consacrer à son rayonnement. Considérer que la loi ne doit protéger que les intérêts humains, c'est d'abord une pure affirmation. Les choses ou les êtres du monde extérieur à l'humanité peuvent être l'objet de notre affection, soit par l'utilité que nous en tirons, soit par un mouvement de notre cœur qui nous fait désirer leur bien plutôt que le nôtre, ou par un devoir que nous sentons et qui nous fait vouloir leur avantage. Qu'il s'agisse d'une affection désintéressée ou d'un devoir voulu, il y a toujours là un fait. Rien n'est si important qu'un fait et, dans l'espèce, rien n'est moins négligeable. Dès lors, replaçant la formule sur le terrain technique, vous en arrivez à votre définition déjà citée de la qualité de sujet de droit, qui n'appartient pas seulement aux intérêts humains, mais plus généralement aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité qui, pourrait-on ajouter, les fait sortir du monde des reflets pour les exposer directement aux effets bienfaiteurs des rayons de lumière, en leur donnant une action en justice contrairement aux droits reflets, qui ne sont qu'une aubaine, dont aucun recours au juge ne permet la défense. En 2024, le commentaire de votre définition du sujet de droit entendu comme sujet de jouissance serait incomplet si l'on ne soulignait pas le lien indissociable qu'elle établit entre les notions de sujet de droit et de personne juridique, qui sont parfois opposées à des fins quelque peu nébuleuses. On remarquera que c'est la technique qui confère la qualité et que, d'une manière que l'on qualifierait peut-être désormais de contre-intuitive, la personnalité juridique n'est pas une qualité intrinsèque, mais un simple procédé technique. Il est clair néanmoins que le sujet de droit n'existerait pas sans la personnalité juridique et que la personnalité tournerait à vide si elle ne rencontrait pas le sujet de droit. Aussi, la doctrine la plus classique admet-elle que la notion de sujet de droit se confond à peu près avec celle de personne. Récemment, Marie-Angèle Hermite a confirmé et précisé que, à un premier niveau logique, être une personne juridique, être un sujet de droit, avoir la personnalité juridique sont des termes équivalents qui renvoient à minima à l'existence d'un point d'imputation des droits et de la capacité d'ester en justice qui en découle. Pour la clarté des débats en cours et à venir sur l'extension du bénéfice de droit vers d'autres entités que les êtres humains, il devrait donc être définitivement tenu pour acquis qu'un sujet de droit est une personne juridique. Cependant, le réflexe historique et égotiste, également souligné par Marie-Angèle Hermite, pousse à entendre personne humaine comme on dit personne juridique. Il provoque une réaction de rejet viscéral de la part de juristes parmi les plus chevronnés lorsqu'est évoquée la moindre perspective de reconnaissance de la personnalité juridique à d'autres entités que les êtres humains ou les groupements d'êtres humains. Il est à craindre que cette réaction épidermique peu compatible avec la rigueur juridique continuera encore longtemps à empêcher de placer la question sur le terrain technique où vous, René de Mogue, l'aviez si utilement placée. On pourrait certes admettre que les personnes juridiques sont exclusivement les personnes humaines et que les autres entités auxquelles l'on impute ou l'on imputerait des droits ne sont ou ne seraient reconnues, elles, que sous la dénomination à moindre portée symbolique de sujet de droit. Pour y parvenir, il faudrait cependant commencer par lever l'obstacle que constitue, notamment, l'article 1842 du Code civil qui, comme on l'a vu, continue d'affirmer imperturbablement que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Toujours est-il que votre approche technique de la qualité de sujet de jouissance permettrait de l'accorder d'une manière particulièrement généreuse qui apparaît de plus en plus utile, voire nécessaire. Alors nous passons à la lecture d'un extrait de l'hypercours de droit des libertés fondamentales et des droits humains de Stéphanie Hennette-Vaucher et Diane Roman par Chloé Silva. Les principes d'égalité et de non-discrimination sont-ils les deux faces d'une même médaille? S'ils poursuivent assurément des objectifs politiques semblables, leur portée juridique diffère. Tandis que le premier s'accommode de certaines formes de différenciation entre personnes placées dans des situations distinctes,
Le second s'entend comme rétif aux différences. Pour les femmes, le principe d'égalité a longtemps été un faux ami, soit qu'il ne leur était pas applicable, soit qu'il n'ait en rien changé leurs conditions. Si la situation des femmes de par le monde reste largement hétérogène, il est possible d'identifier quelques lignes forces de l'évolution de la pensée juridique en matière d'égalité entre les sexes. Diverses contestations d'une approche formaliste de l'égalité ont mené à des reformulations intéressantes. Égalité réelle, substantielle, transformative. Dans les années 80 et 90, elle débouche sur la consécration de la notion de parité. Les deux concepts d'égalité et de parité entretiennent donc des liens étroits. C'est en large part la critique d'une compréhension de l'un qui a suscité l'émergence de l'autre. Mais ils diffèrent aussi. Tandis que l'égalité renvoie en première intention à l'égalité des droits et des situations, en matière civile, familiale, pénale, sociale, la notion de parité renvoie à un renouvellement du concept de représentation. Initialement cantonné à la sphère politique, il connaît, depuis le début du XXIe siècle notamment, une extension considérable des domaines auxquels il a vocation à s'appliquer, depuis la sphère politique à la sphère économique, puis administrative. Je vais lire un extrait de la contribution d'Yves Maillot à l'ouvrage « Le droit saisi par l'art » sous la direction de Rémi Cabriac, et particulièrement sur des bronzes de Jean-Sébastien Bach et Glenn Gould. Quelle est la place du droit dans ce croisement des siècles? Est-il saisi par l'art? Comment la musique peut-elle prétendre infiltrer le droit, en rejoindre les dispositions figées? L'incompatibilité semble irréversible. Pourtant, la relève existe bien. Rien n'échappe au droit, dont la vocation régulatrice est d'apporter à toute situation les réponses dont elle a besoin. Pour les juristes, le problème de l'art est celui de son appartenance, afin d'assurer la protection de l'artiste contre les écarts revenant à ne pas respecter son œuvre en contrefaçon ou usurpation. Alors, et naturellement, se pose la question de la légitimité de l'interprétation par rapport à la composition. Glenn Gould est-il fidèle à Bach? L'interrogation n'a pas lieu d'être. Le vieux Bach, comme l'appelait Frédéric II avec respect et affection, n'appartient plus à lui-même depuis longtemps, patrimoine de l'humanité. Ses œuvres ont connu toutes les exploitations possibles et imaginables, depuis les plus fantaisistes jusqu'aux plus éblouissantes, dont les improvisations magistrales de Jacques Loussier. Quant à Gould, sa discographie reste à l'abri de toute attaque, marquée qu'elle est par une singularité inimitable, sauf à verser dans une parodie de mauvais goût. C'est autrement que le droit rejoint vraiment la musique, dans la parenté extraordinaire entre le style contrapuntique et le raisonnement juridique. Est en cause la structure de la pensée, indispensable au juriste dans son travail de qualification, comme elle rend compte de l'art de la fugue, avec pour principe de conduire le déferlement des notes à une strette finale, condensé parfait de tous les enchaînements dont elle assure la conclusion. Il en est du droit comme du contrepoint, qui ne saurait être sans la maîtrise d'une démarche adaptée aux besoins d'un propos finalisé. Le vocabulaire n'est pas le même, mais la discipline intellectuelle est commune, qui dans le contrepoint passe par un sujet, un contre-sujet et des développements, là où pour convaincre de sa thèse, le juriste s'efforce de la soutenir, du moins idéalement, en deux parties, elles-mêmes sujettes à des développements binaires. La méthode rejoint le discours cartésien, faisant du serviteur du droit un musicien à sa manière et du musicien un juriste sans le savoir. Gould en était imprégné et il suffit de l'écouter dans ses nombreux entretiens, notamment avec Bruno Mont-Saint-Jean, pour réaliser combien ses réponses avaient pour moteur un formidable construit, tout contrapuntique par sa rigueur et sa finesse. Oui, nous devons à Glenn Gould d'avoir renoué avec l'univers et l'universalité de Johann Sebastian Bach, père d'un langage qui est et restera de tous les temps. Nous vous remercions d'avoir écouté ces lectures d'ouvrages Lefebvre d'Alloz, publiés par des éditeurs formidables.